Et si les étoiles que vous admiriez étaient enchevêtrées dans un réseau de crimes et de pouvoir? Et si le glamour que vous adoriez cachait un monde de danger et de tromperie? L'âge d'or d'Hollywood n'était pas seulement fait de rêves, c'était aussi des affaires. Des affaires conclues dans l'ombre, avec des hommes détenant les clés de la célébrité et de la peur. Des amis mafieux de Frank Sinatra aux connexions fatales de Marilyn Monroe, la frontière entre le vedettariat et le monde souterrain était plus mince qu'on ne le croirait. Préparez-vous à voir le grand écran sous un tout nouveau jour. Mark Wahlberg. La transformation de Mark Wahlberg, de membre de gang à superstar mondial, est l'une des histoires de rédemption les plus remarquables de Hollywood. À 16 ans, Wahlberg se décrivait comme un voyou impliqué dans les drogues et la violence. Son moment le plus sombre est survenu en 1989, lorsqu'il a attaqué 2 hommes vietnamiens devant un bar de Boston, laissant l'un d'eux aveugle d'un œil. Il a été condamné à 2 ans et demi de prison, servant 45 jours avant d'être libéré pour bonne conduite. La vie de Wahlberg a changé quand son frère, Donnie, l'a introduit dans la scène musicale. En tant que Marky Mark, il a dominé les charts avec Good Vibrations, transformant sa crédibilité de rue en célébrité pop. Mais la musique n'était que le début. Ses débuts d'acteur dans Boogie Nights ont démontré son éventail, recevant des éloges critiques. Le rôle le plus éprouvant de Wahlberg est venu dans The Departed, où il a joué le sergent Clint Rourke, un flic infiltré par la mafia irlandaise. Le rôle l'a obligé à revisiter ses jours de gang, un processus qu'il a décrit comme exorciser des démons. Dans une interview avec Rolling Stone, Wahlberg a admis « J'ai utilisé chaque parcelle de cette colère de mon passé. Rinchi, Amura Sosa, Bars. » Aujourd'hui, la philanthropie de Wahlberg reflète son parcours. Sa fondation Mark Wahlberg Youth Foundation aide les adolescents à risque, prouvant que même les chapitres les plus sombres peuvent mener à la rédemption. Liza Minnelli. La vie de Liza Minnelli a été un tourbillon de glamour et de controverses, tout comme les personnages qu'elle a incarnés à l'écran. Sa connexion avec la mafia a émergé dans les années 1970, à travers sa relation avec Gianni Russo, un homme lié à la famille criminelle de Frank Costello. Russo, connu pour sa personnalité flamboyante et ses connexions avec à la fois le milieu interlope et l'élite d'Hollywood, est devenu un habitué du cercle social de Minnelli. Leur relation n'était pas juste une anecdote de tabloïd, c'était une collision de mondes. Russo, qui prétendait avoir été un messager pour Costello dans sa jeunesse, se vantait souvent de sa capacité à naviguer à la fois dans la mafia et l'industrie du divertissement. Minnelli et Russo ont été aperçus ensemble lors d'événements très médiatisés, y compris des spectacles à Vegas et des soirées exclusives. Finalement, la carrière de Minnelli a éclipsé ses gros titres de tabloïd. Sa performance primée aux Oscars dans Cabaret en 1972 reste un témoignage de son talent, même si sa vie personnelle est restée une tapisserie d'intrigues et d'ex. Wayne Newton. La voix veloutée et le charme de Wayne Newton ont fait de lui une légende de Vegas, mais son ascension vers la célébrité s'est entrelacée avec les figures obscures du crime organisé. Dans les années 1980, Newton a admis avoir croisé Guido Peinos, un membre réputé de la famille criminelle Carlo Gambino de New York. Leur rencontre n'était pas simplement fortuite, elle faisait partie de la relation complexe de Newton avec le milieu. Des rumeurs circulaient selon lesquelles la copropriété de Newton de l'hôtel Aladdin, plus tard Planet Hollywood, le positionnait comme un homme de paille de la mafia. L'hôtel est devenu un haut lieu d'activité mafieuse, Newton fermant prétendument les yeux sur les transactions qui se déroulaient à huis clos. La situation a pris une tournure dangereuse en 1980, lorsque Newton a été nommé témoin du gouvernement dans le procès de Pinos et d'un autre mafieux, Frank Piccolo. Face à des menaces de mort, Newton a été placé sous la protection du FBI, portant un gilet pare-balles lors des comparutions au tribunal. Jayne Mansfield. La silhouette en sablier de Jayne Mansfield et sa personnalité sulfureuse ont fait d'elle un symbole sexuel des années 1950, mais sa vie privée était enchevêtrée avec la famille du crime Colombo. Sa connexion avec le sous-chef de la mafia, Sonny Franzese, a commencé au Latin Quarter Night Club où Mansfield se produisait en 1955. Franzese, un habitué du club, était captivé par son charme. Leur relation n'était pas qu'une romance de tabloïd, c'était une danse avec le diable. Franzese, connu pour son tempérament et sa loyauté envers la mafia, aurait menacé le mari de Mansfield, Mickey Argite, durant leur bref mariage. S'il se montre ici, il y aura des problèmes. Franzese a averti les propriétaires du club. La fascination de Mansfield pour Franzese fut de courte durée, mais leur rencontre a mis en lumière le glamour souterrain de l'époque. Dans son autobiographie, The Autobiography of Jayne Mansfield, elle décrivait Franzese comme un homme qui vivait selon ses propres règles, tout comme les personnages que j'ai joués. Bien que leur relation se soit terminée sans scandale, elle reste une note de bas de page dans l'histoire complexe de Hollywood, avec le crime organisé, rappelant que même les étoiles les plus brillantes flirtent parfois avec l'obscurité.
Jun Lang. La carrière de Jun Lang en tant que star de cinéma des années 1930 a été marquée par la grâce et la beauté, mais sa vie personnelle a pris un tournant dans le milieu criminel lorsqu'elle a épousé Johnny Roselli, un capot de l'organisation de Chicago. Leur mariage en 1939 était un conte de fées hollywoodien, jusqu'à ce que la réalité s'installe. La double vie de Roselli en tant que mafieux et producteur de films créait un paradoxe. Le jour, il fréquentait les dirigeants de studio. La nuit, il dirigeait des opérations de jeu et extorquait les syndicats. Lang, avec ses cheveux blonds et ses yeux bleus, était la compagne idéale pour un homme qui avait besoin de projeter la respectabilité. Mais Lang prétendait ignorer la véritable profession de Roselli, une affirmation qui défie la crédibilité. Les liens de Roselli avec la mafia n'étaient un secret pour personne à Hollywood. Pourtant, Lang a toujours affirmé qu'elle ne savait rien, jusqu'à leur divorce en 1943. « J'ai épousé un étranger », a-t-elle écrit plus tard dans ses mémoires, « Ma vie à Hollywood ». Après leur séparation, Lang se distança du scandale, se concentrant sur sa carrière. Pourtant, ce mariage reste un témoignage de la façon dont le crime organisé a infiltré même les coins les plus inattendus d'Hollywood. Cary Grant. Le charme sophistiqué de Cary Grant faisait de lui l'incarnation du glamour hollywoodien, mais même son image impeccable avait une face sombre. Selon Hollywood et la mafia de Tim Adler, Grant a reçu de l'aide pour sa carrière de la part de l'organisation de Chicago dans les années 1930. La connexion a commencé avec Frank Nitti, le sous-chef de l'organisation, qui aurait contraint les dirigeants de studio à choisir Grant pour des rôles clés. La montée en puissance de Grant doit autant à l'influence de Nitti qu'à son charme. Les liens de Grant avec Bugsy Siegel ajoutaient une autre couche au mystère. Les deux ont été vus ensemble au Flamingo Hotel de Siegel, où Grant jouait beaucoup. Des rumeurs suggérèrent que Siegel prêtait de l'argent à Grant pour couvrir ses pertes, créant un lien d'obligation. Bien que Grant n'ait jamais reconnu publiquement ces liens, sa carrière a bénéficié de l'influence de la mafia. Sa capacité à naviguer dans ce monde obscur sans scandale démontre son génie pour la réinvention. En fin de compte, l'héritage de Grant reste intact, témoignage du pouvoir d'Hollywood à transformer même les liens les plus sombres en opportunités en or. Bing Crosby. L'image, scène de Bing Crosby, en tant que roi de la musique de vacances, masquait un côté plus sombre, son obsession pour le jeu et les mafieux qui l'encourageaient. Les fréquentes visites de Crosby dans des casinos contrôlés par la mafia à Las Vegas et Reno le mettaient en contact étroit avec des figures comme Bugsy Siegel et Mickey Cohen. Ces dettes de jeu ont conduit à des rumeurs de connexion avec la famille criminelle de Carlo Gambino. Dans les années 1950, Crosby a été contraint de payer une dette de $110 000 aux gangsters après une série de pertes, une somme qui l'a presque ruiné financièrement. Frank Sinatra est intervenu, aidant Crosby à naviguer dans les eaux dangereuses du crime organisé. La relation de Crosby avec la mafia n'était pas seulement financière, elle était aussi sociale. Il jouait au golf avec des gangsters comme Tony Accardo et assistait à des fêtes où la frontière entre divertissement et crime s'estompait. Sa rencontre en état d'ivresse de 1947 avec des gangsters dans une chambre d'hôtel de Los Angeles, où il a échappé de justesse à un coup de la mafia rivale, soulignait la profondeur de ses liens. John Harlow. L'ascension de John Harlow, de starlet en difficulté à icône d'Hollywood, a été alimentée par un prêt controversé d'Abner Willman, un gangster lié à la mafia du New Jersey. En 1930, la jeune Harlow de 19 ans a emprunté $500 000 à Willman pour obtenir un contrat avec Columbia Pictures. Willman, connu comme l'Al Capone du New Jersey, ne s'est pas contenté de financer les rêves de Harlow. Il est devenu son protecteur et conseiller, veillant à ce que son chemin vers la célébrité reste dégagé. Les rôles ultérieurs de Harlow dans des films comme Public Enemy et Red Dust ont cimenté son image de petite amie de gangster par excellence, un stéréotype qu'elle a à la fois embrassé et transcendé. Leur relation s'est terminée tragiquement lorsque le deuxième mari de Harlow, Paul Byrne, s'est suicidé en 1932. L'influence de Willman s'est estompée, mais la carrière de Harlow a décollé. Au milieu des années 1930, elle était l'une des plus grandes stars de MGM, ses cheveux blonds platine et sa personnalité audacieuse faisant d'elle un symbole de l'Hollywood de l'ère pré-code. Les premiers liens de Harlow avec Willman sont restés une note de bas de page dans sa légende, un rappel de la manière dont l'ambition et le crime pouvaient s'entrelacer dans la quête de la célébrité. Sa mort à 26 ans, officiellement due à une insuffisance rénale, a ajouté au mystère, laissant des spéculations sur le fait que son passé l'avait peut-être rattrapé. Tony Bennett. La voix dorée de Tony Bennett et sa présence élégante sur scène ont fait de lui une légende du jazz, mais sa carrière débutante a été propulsée par un soutien financier supposé du crime organisé.
Selon Jazz Times et le biographe de Bennett, David Ivanir, l'ascension du chanteur a coïncidé avec des investissements de figures liées à la famille criminelle Profaci. La percée de Bennett à la fin des années 1940 et 1950 a eu lieu à une époque où de nombreux clubs et labels de disques avaient des liens avec la mafia. Sa volonté de se produire dans des lieux appartenant à la mafia comme le Copacabana et The Sands l'a maintenu sous les feux de la rampe et en bon terme avec la mafia. À la fin des années 1970, la vie de Bennett a pris une tournure sombre lorsqu'il s'est impliqué avec une femme liée à Anthony Spilotro, le parrain de la mafia de Las Vegas. L'affaire s'est terminée violemment quand Spilotro a confronté Bennett en l'agressant avec un annuaire téléphonique, un moment qui aurait déclenché la décision de Bennett d'entrer en cure de désintoxication. Liza Minnelli. La vie de Liza Minnelli a été un tourbillon de glamour et de controverses, tout comme les personnages qu'elle a interprétés à l'écran. Sa connexion avec la mafia a émergé dans les années 1970 à travers sa relation avec Gianni Russo, un homme lié à la famille criminelle de Frank Costello. Russo, connu pour sa personnalité flamboyante et ses connexions avec à la fois le milieu criminel et l'élite hollywoodienne, est devenu un pilier dans le cercle social de Minnelli. Leur relation n'était pas juste une note en bas de page des tabloïds, c'était une collision de mondes. Russo, qui prétendait avoir été un messager pour Costello dans sa jeunesse, se vantait souvent de sa capacité à naviguer à la fois dans la mafia et l'industrie du divertissement. Minnelli et Russo ont été aperçus ensemble lors d'événements très médiatisés, notamment des spectacles à Vegas et des soirées exclusives. Les mémoires de Russo, Ma vie dans la mafia et à Hollywood, détaillent leurs escapades, y compris une fameuse partie à 3 impliquant une showgirl de Vegas, une histoire qui brouille la ligne entre mythe et réalité. La volonté de Minnelli d'embrasser le style de vie extravagant de Russo a suscité des sourcils, mais elle a aussi mis en avant son penchant pour vivre dangereusement. Au final, la carrière de Minnelli a surpassé ses gros titres de tabloïd. Sa performance primée aux Oscars dans Cabaret reste un témoignage de son talent, même si sa vie personnelle est demeurée un tissu d'intrigues et d'excès. Frank Sinatra. Frank Sinatra n'était pas seulement la voix de l'élégance américaine. Il incarnait une relation complexe entre célébrité et criminalité. Les liens de Sinatra avec la mafia étaient profonds, nourris dans les rues de Hoboken, New Jersey, où ses parents fréquentaient des gangsters comme Lucky Luciano et Meyer Lansky. Alors que Sinatra accédait à la célébrité, ses liens avec le monde interlope le suivaient comme une ombre. En 1953, la carrière de Sinatra a été revitalisée par son rôle primé aux Oscars, dans Tant qu'il y aura des hommes, une percée prétendument orchestrée par Sam Giancana, le patron de la mafia de Chicago. Giancana a contraint les dirigeants de studio à engager Sinatra, prouvant que l'amitié et la peur pouvaient être plus puissantes que le talent. Le Carnival Lodge de Sinatra à Lake Tahoe est devenu un terrain de jeu pour les gangsters, accueillant des personnages comme Willie Moretti et Bugsy Siegel. Les casinos de l'hôtel bourdonnaient de jeux à enjeux élevés où Sinatra fraternisait avec des célébrités et des criminels. Les dossiers du FBI sur Sinatra, couvrant plus de 2000 pages, documentaient ses associations avec près d'une douzaine de figures du crime organisé. Mais la relation de Sinatra avec la mafia n'était pas seulement transactionnelle. Il était fasciné par leur pouvoir, leur code de silence et leur charme impitoyable. Cette dualité, à la fois crooner et conseiller, définissait son personnage. Quand Le Parrain est sorti en 1972, des rumeurs ont circulé selon lesquelles le personnage Johnny Fontaine parodiait les liens de Sinatra avec la mafia. Sinatra le nia, mais les parallèles étaient impossibles à ignorer. Alors que Sinatra vieillissait, ses amis mafieux s'effaçaient dans l'histoire, mais leur influence demeurait. Son héritage est un cocktail d'art et d'infamie, un témoignage de la façon dont Hollywood et le monde souterrain ont autrefois partagé la même lumière des projecteurs. Marilyn Monroe. L'histoire tragique de la vie de Marilyn Monroe est l'un des mystères les plus durables d'Hollywood. Mais sous la personnalité de bombe blonde se cachait une femme impliquée dans un réseau d'intrigues politiques et de crimes organisés. Les liens de Monroe avec la mafia ont commencé avec sa liaison supposée avec Sam Giancana, le même parrain de la mafia de Chicago qui a aidé Sinatra. Giancana n'était pas seulement un gangster, il était un intermédiaire, un espion, et un homme ayant accès aux plus hautes sphères du pouvoir. La relation de Monroe avec Giancana a coïncidé avec son implication avec le président Kennedy, créant une intersection dangereuse entre politique, sexe et crime. Selon The Guardian, Giancana utilisait Monroe comme un conduit pour espionner Kennedy, la transformant en un pion involontaire dans un jeu de pouvoir. Quand Monroe a menacé de révéler leur liaison, Giancana l'aurait averti de rester silencieuse. Le 5 août 1962, Monroe a été retrouvée morte chez elle à Brentwood. Le verdict officiel était un suicide, mais les théories du complot persistent.
L'auteur John Davis, dans Marilyn Monroe, The Complete Story, affirme que la mafia l'a réduite au silence pour protéger leur influence sur Kennedy. Les dossiers du FBI sur Monroe, publiés des décennies plus tard, révèlent la surveillance de ses déplacements et appels téléphoniques, laissant supposer une dissimulation plus profonde. La mort de Monroe reste l'un des plus grands mystères non résolus d'Hollywood. Rappel des dangers de franchir la ligne entre glamour et pouvoir. Al Pacino. La transformation d'Al Pacino en royauté de la mafia a commencé avec Le Parrain en 1972, un film qui a redéfini la narration cinématographique. Mais la performance de Pacino dans le rôle de Michael Corleone n'était pas seulement du jeu d'acteur. Elle était informée par des rencontres réelles avec le crime organisé. Pendant le tournage, Pacino a passé du temps avec des membres de la famille Genovese, observant leurs manières et leur façon de parler. La production elle-même a été perturbée par l'interférence de la mafia. Joe Colombo, chef de la famille du crime Colombo, a exigé que Paramount retire le mot mafia du script, craignant qu'il ne stigmatise les Italo-Américains. Le studio a accepté, mais l'influence de Colombo s'étendait au-delà de la sémantique. L'acteur Lenny Montana, qui jouait Luca Brasi, était un ancien homme de main de la famille Colombo. Son authenticité sur le plateau n'était pas accidentelle. C'était un produit de son passé. L'immersion de Pacino dans le rôle était si intense qu'il aurait adopté le code du silence de la famille Corleone. Dans Le Parrain, deuxième partie en 1974, ces scènes avec Robert De Niro ne nécessitaient aucune répétition. Leur alchimie était née d'un respect mutuel pour la logique brutale du milieu. Les rôles ultérieurs de Pacino, tels que Scarface et Heat, ont continué à brouiller la ligne entre performance et réalité. Ces interprétations n'étaient pas simplement du jeu d'acteur, elles étaient une fenêtre sur l'âme du crime organisé. Pacino a dit un jour « Vous ne pouvez pas jouer ces rôles sans comprendre l'obscurité. » Pour lui, cela signifiait regarder dans l'abîme et survivre. Mickey Cohen. Mickey Cohen n'était pas seulement un gangster, il était un faiseur de rois. Dans le Los Angeles de l'après-guerre, Cohen contrôlait les réseaux de vices de la ville, des tripots aux extorsions de boîtes de nuit. Son influence s'étendait jusqu'au grand écran, où il cultivait des amitiés avec des stars comme Humphrey Bogart, Cary Grant et Frank Sinatra. La relation de Cohen avec Hollywood a commencé dans les années 1940, lorsqu'il a exhorté les studios par l'intermédiaire de la Screen Actors Guild, menaçant de mettre sur liste noire les acteurs qui ne payaient pas de protection. Ses mémoires, In My Own Words, détaillent comment il a contraint Howard Hughes à promouvoir sa petite amie, Jane Russell, dans The Outlaw en 1943. Mais l'empire de Cohen ne reposait pas seulement sur la peur. Il comprenait l'importance de la publicité. Lorsque Bugsy Siegel a été assassiné en 1947, Cohen est devenu la source incontournable pour les journalistes en quête de scoops sur la violence mafieuse. Ces soirées au Brown Derby attiraient à la fois les célébrités et les criminels, créant un mélange surréaliste de célébrité et de criminalité. En 1951, la chance de Cohen tourna mal. Reconnu coupable de fraude fiscale, il fut condamné à 15 ans de prison. À sa libération, il devint une sensation médiatique, exploitant sa notoriété pour une carrière de consultant pour des films comme Mickey Cohen, Hollywood Gangster en 1970. Son héritage perdure en tant que symbole du pacte faustien d'Hollywood avec le crime organisé. Bugsy Siegel. Le rêve de Bugsy Siegel était de transformer le désert en un terrain de jeu pour les riches et célèbres. En tant qu'homme derrière le premier casino de luxe de Las Vegas, Siegel a fusionné le glamour avec la corruption, créant un modèle qui a défini Sin City pendant des décennies. La vision de Siegel pour l'hôtel Flamingo était ambitieuse mais condamnée. Les dépassements de coûts et les retards ont exaspéré ses partenaires de la famille du crime Genovese, qui voyaient le projet comme un gouffre financier. Dans la nuit du 20 juin 1947, Siegel était assis dans sa maison de Beverly Hills, en train de revoir des registres. Une rafale de coups de feu brisa la fenêtre, le tuant sur le coup. Le meurtre reste non résolu, mais la plupart des historiens accusent Meyer Lansky, l'ancien partenaire de Siegel, d'avoir commandité le contrat. Les liens de Siegel avec Hollywood étaient à la fois personnels et professionnels. Il sortait avec Virginia Hill, une showgirl avec des connexions à de multiples studios. Leur relation couvrait les opérations de blanchiment d'argent de Siegel, qui canalisait de l'argent à travers des comptes bancaires, suisses et des sociétés écrans. À sa mort, Siegel est devenu une figure folklorique, immortalisé dans des films comme Bugsy en 1991. Mais son véritable héritage se trouve à Las Vegas, où les lumières néons brillent encore avec les fantômes de son ambition. La ville qu'il a construite reste un monument au partenariat durable entre le crime organisé et le divertissement. Johnny Roselli. Le pouvoir de Johnny Roselli à Hollywood ne venait pas des succès au box-office ou de la reconnaissance critique. Il venait de la peur. En tant que capot de l'organisation de Chicago, Roselli a détourné les syndicats de travailleurs d'Hollywood dans les années 1940, les transformant en instruments d'extorsion.
Son arme de choix? L'Alliance internationale des employés de scène théâtrale, un syndicat qu'il contrôlait par la violence et l'intimidation. Le plan de Roselli était simple. Les studios payaient une protection pour éviter les grèves, tandis que les membres du syndicat recevaient des pots de vin pour leur conformité. Ceux qui résistaient subissaient des passages à tabac, ou pire. En 1941, le réalisateur William Wyler a accusé Roselli d'avoir tenté de brûler son studio pour toucher l'argent de l'assurance. L'influence de Roselli s'étendait au-delà des raquettes syndicales. Il a contraint les studios à embaucher des acteurs amicaux envers la mafia et s'est même aventuré dans la production cinématographique. Son partenariat avec Mickey Cohen a créé un syndicat qui dominait les cercles de jeux et de prostitution de la côte ouest. Dans les années 1960, le curriculum vitae de Roselli prit une tournure bizarre. Recruté par la CIA, il aida à comploter l'assassinat de Fidel Castro en utilisant des pilules empoisonnées et des cigares explosifs. Le plan a échoué, mais la double vie de Roselli comme mafieux et espion illustrait les frontières floues entre le crime et le gouvernement. Le corps de Roselli a été retrouvé dans un canal de Miami en 1976, ses mains et pieds sectionnés, une exécution signature de la mafia. Sa mort a marqué la fin d'une époque où le crime organisé pouvait contraindre Hollywood à se soumettre. Lana Turner. L'image de Lana Turner en tant que sweater girl d'Hollywood masquait une vie de tourment. Son 7e mariage avec Johnny Stompanato, un homme de main lié à Mickey Cohen, s'est effondré en 1958 lorsque Stompanato a été retrouvé poignardé à mort dans la maison de Turner. Le tueur, la fille de 14 ans de Turner, Cheryl Crane, qui a plaidé la légitime défense après que Stompanato l'ait menacé avec un rasoir. La mort de Stompanato a provoqué une onde de choc à Hollywood. Les médias ont dépeint Turner comme une victime, mais des rumeurs ont persisté selon lesquelles le meurtre était un coup de la mafia. Les associés de Stompanato ont allégué que le refus de Turner de l'épouser a déclenché le meurtre, une théorie soutenue par le fait que Stompanato portait dans son portefeuille les honoraires d'un tueur à gages la nuit où il est mort. La carrière de Turner ne s'est jamais complètement rétablie. Les studios se sont éloignés de l'image de la femme écarlate, et ses rôles suivants manquaient de l'éclat de ses premiers succès. Dans son autobiographie, Lana, The Lady, The Legend and the Truth, Turner a admis qu'elle regrettait de s'être impliquée avec Stompanato, le qualifiant de démon de mon passé. L'affaire reste non résolue, mais elle souligne à quel point l'âge d'or d'Hollywood était assombri par la violence et la trahison. La tragédie de Turner n'était pas seulement personnelle. C'était un microcosme du côté sombre de l'industrie. Joe Pesci. La carrière de Joe Pesci, en tant que l'un des durs à cuire les plus terrifiants du cinéma, n'est pas née dans des cours de théâtre. Elle a été forgée dans les rues du New Jersey. Ayant grandi dans une famille ouvrière, Pesci a passé son adolescence à observer les mafieux locaux qui fréquentaient le restaurant de sa famille. Ces hommes sont devenus ses professeurs involontaires. Le rôle décisif de Pesci dans Goodfellas, en 1990, a directement puisé dans son enfance. La scène « Je suis drôle. Comment ?» où son personnage, Tommy DeVito, terrifie un ami, a été inspiré par un vrai gangster que Pesci connaissait. Il avait l'habitude de demander aux gens « Qu'est-ce qui est si drôle ?» Tout comme ça, se souvenait Pesci dans le magazine Total Film. Son authenticité n'était pas perdue pour les vrais gangsters. Henry Hill, le mémorialiste de Goodfellas, a loué la performance de Pesci comme 95% fidèle à la réalité. Même Michael Francese, ancien sous-chef de la famille du crime Colombo, a admis que les interprétations de Pesci reflétaient les hommes qu'il connaissait. L'approche de l'acteur a continué avec Casino, où il a joué un homme de main basé sur Anthony Spilotro. Pour se préparer, Pesci a passé des semaines avec les associés de Spilotro, étudiant leurs tics et leur mode de parole. Le résultat fut une performance si convaincante que le propre frère de Spilotro l'a qualifiée de effrayamment précise. Aujourd'hui, l'héritage de Pesci est celui d'une authenticité inégalée. Ces personnages ne sont pas juste des rôles, ce sont des capsules temporelles de l'âge d'or de la mafia, préservées sur pellicule. Josh Brolin. Le parcours de Josh Brolin, de surfeur délinquant à légende du grand écran, est une histoire de rédemption. Adolescent en Californie du Sud, Brolin a rejoint les Saito Rats, un gang de surfeurs connu pour sa violence. Nous volions des radios, vendions de la drogue et faisions la fête à fond, a confié Brolin au Guardian en 2018. Sa descente a touché le fond lorsqu'il a été arrêté pour avoir agressé un policier lors d'une bagarre dans un bar. L'altercation de Brolin avec la loi n'était pas juste une indiscrétion de jeunesse, c'était un appel au réveil. Face à une possible peine de prison, il a canalisé son énergie rebelle vers le métier d'acteur. Son rôle décisif dans les Goonies a mis en avant son talent pour le charme de dur à cuire, une caractéristique peaufinée pendant ses années de gang.
Dans American Gangster, Brolin a interprété Dennis Rodman, un flic corrompu mêlé au baron de la drogue Frank Lucas. Le rôle exigeait de lui qu'il incarne l'ambiguïté morale d'un homme oscillant entre la loi et le crime, une dualité que Brolin comprenait intimement. Le passé de Brolin a refait surface en 2018 lorsqu'il a joué Thanos dans Avengers Infinity War. En faisant la promotion du film, de retour chez lui, il a plaisanté. Au moins cette fois, je suis le méchant que tout le monde voit venir. Sa capacité à transformer l'obscurité en art reste son plus grand super pouvoir.